Monsieur Alongo, bonjour. Bonjour, Cheikh Fita. Et vous avez suivi, comme la plupart des Congolais, ce qui se trame au niveau du pays. Qu'est-ce que vous avez comme commentaire à un premier moment pour cette tentative de vouloir changer carrément de constitution? Bien, merci beaucoup pour la parole, Monsieur Cheikh Fita. Mais vous savez, avant de parler de quoi que ce soit, je m'en irais un tout petit peu donner quelques éclaircissements sur ce qu'on appelle la Constitution. En bref, moi, j'ai conçu ma propre définition ou mon propre regard de la Constitution. Pour moi, la Constitution est un assemblage de formules abstraites coulées dans un texte unique à caractère impersonnel, servant de loi suprême d'un État et reflétant la volonté d'une population, d'un peuple donné, et que ce texte-là doit aussi incarner la volonté de la communauté. C'est comme ça que moi je conçois la Constitution. Vous verrez, il y a le terme impersonnel, il y a aussi l'incarnation des aspirations profondes du peuple, voilà, ou de la communauté. Mais en dehors de cela, il y a plusieurs auteurs qui ont essayé de définir ce que c'est la Constitution. Il y a ce qu'ils appellent la Constitution, la loi mère d'un pays, mater iuris en latin, et la loi fondamentale, l'acte constitutif, le texte de base, et la loi suprême, et que sais-je encore. Mais seulement, je vais dire une chose. Une constitution doit contenir en son sein les intérêts supérieurs de la nation, doit prendre en compte les intérêts supérieurs de la nation, doit prendre en compte le patriotisme et évidemment, si on veut réviser une constitution, il faut que l'on tienne compte de l'évolution positive des choses dans la société, sur le plan culturel, sur le plan linguistique, sur le plan religieux et que sais-je encore. Mais, et puis, quand on doit réviser ou changer de constitution, on doit le faire conformément à l'évolution, à l'avancement de la démocratie et à l'avancement des valeurs fondamentales d'un peuple ou d'une nation. Mais malheureusement, ce que je constate chez nous, c'est que quand on veut raser la Constitution, mais en ce moment-là, je vais quand même rapidement parler du pouvoir constituant originaire ou absolu et pouvoir constituant dérivé. Le pouvoir constituant originaire, c'est quand c'est une assemblée de gens, un organe qui a pour mission de pouvoir rédiger ou créer une constitution, c'est-à-dire une nouvelle constitution ou une constitution qui n'a jamais existé. Mais pour le pouvoir constituant dérivé, en ce moment-là, on suppose que la constitution existe déjà, comme la constitution du 18 février 2006. Elle existe et dans les dispositions de la Constitution, ici présentement au Congo, nous avons les articles 218 jusqu'à 220 qui consacrent, n'est-ce pas, la révision constitutionnelle. Or, il se fait très bien que l'article 220 est verrouillé et que l'on ne peut pas octroyer un troisième mandat à Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, comme le clament haut et fort ses tenants ou ses partisans. Donc nous sommes dans une situation un peu bizarre. Pourquoi? Parce que quand on veut changer de constitution, en 1958, en France, le général Charles de Gaulle, qui n'avait pas suffisamment de pouvoir à l'issue de la 4e République et de la constitution de la 4e République qui a été rejetée lors du référendum du 5 mai 1946, mais qui enfin, lors du référendum du 13 octobre 1946, a été acceptée. En 1958, le général Charles de Gaulle n'avait pas suffisamment de moyens, il avait une courte marge de manœuvre. Voilà pourquoi il avait demandé, et il s'est dégagé une sorte de consensus où tout le monde était d'accord pour que l'on puisse donner suffisamment d'espace au président afin qu'il puisse réviser la Constitution et changer la Constitution carrément parce qu'on devait entrer dans la 5e République. Mais quand chez nous on parle d'une éventuelle entrée dans la 4e République, évidemment. Mais moi, je dis, il n'y a pas de 4e République chez nous. La première République, c'est quand, avec la première Constitution de 1964, ça, c'était la première République. Et la deuxième République, c'était pratiquement quand le consensus s'est dégagé à l'issue de la conférence nationale où on avait le Haut Conseil de la République, Parlement de transition. En ce moment-là, il s'est dégagé un certain consensus national. Et je dirais, oui, peut-être dans une certaine mesure, que la Constitution actuelle, même si nous pouvons la critiquer, mais elle a été
elle a été faite sur base de l'exploitation de la soif de la démocratie et une certaine lassitude de la guerre, les guerres récurrentes, les guerres qui avaient endeuillé le pays. Et le peuple, à un certain moment, a dit qu'on accepte cette constitution. Mais si nous devons accepter cette constitution, nous allons nous-mêmes nous occuper de cette constitution après, n'est-ce pas, le départ d'Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Mais que ces gens puissent nous faire rentrer dans une 4e république avec les mêmes personnes qui ont mis le pays où il se trouve. En tout cas, moi, je dirais non, et je m'insurge contre une telle révision constitutionnelle qui n'en est pas une en réalité. Vous avez donné toutes les bonnes théories sur la Constitution, mais ces gens-là, je suppose qu'ils ont étudié, ils savent tout cela, mais pourquoi ils s'entêtent? Ben, ils s'entêtent parce que c'est pour, comme je le disais dans ma définition, la Constitution, c'est un texte qui a un caractère impersonnel. Mais en ce moment-ci, qu'est-ce que ces gens font? Ils sont en train de personnaliser la Constitution. Ils sont en train de tailler la Constitution sur mesure. Et puis aussi, je dis ces gens, ils ont étudié, mais la science, une science sans conscience, n'est que ruine de l'âme. C'est des gens qui sont sans vergogne, qui ne tiennent pas compte de la souffrance du peuple congolais et qui veulent à tout prix changer de constitution ou qui veulent à tout prix. Tout ça, ce sont des manœuvres dilatoires pour pouvoir maintenir Hippolyte Kanambe à la tête du pays. Et nous n'accepterons jamais ça et nous nous battrons pour cela, pour la dignité, la souveraineté de notre pays. Nous allons nous battre, nous utilisons tous les moyens, surtout la résolution 1514 de l'ONU de 1960 qui dit le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le peuple congolais doit disposer de son pays, de ses richesses et même de sa constitution et de toutes les valeurs qui sont attachées à la constitution. Oui, monsieur Alongo, il me semble que tout ça c'est des théories, oui. Mais en pratique, M. Kabila est toujours là, son clan est toujours là. On a vu le 28 novembre 2011, ils ont fait le forcing, ils ont le pouvoir. Comment vous allez faire pour le contrecarrer? Mais quand je dis on va recourir à l'article 15-14, vous savez, le professeur Kaimanta Mambilange, qui nous a donné le cours d'institution politique du Zaïre, avait dit ceci, que la révolution ne se prépare pas. La révolution, comme je l'ai toujours dit, c'est une accumulation des frustrations et qui débouche par quoi? Il y a un élément déclencheur qui va déclencher, qui va détonner, qui va déclencher la révolution. Et nous allons appeler notre peuple au soulèvement populaire. Et nous allons aussi traquer toutes les personnes qui ne respectent pas la Constitution. Évidemment pas physiquement. Nous allons les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Nous allons faire tout ce qui est de notre pouvoir pour pouvoir les empêcher à continuer à gérer le pays de cette manière-là. Ce qui se passe au Congo, c'est quoi? Il y a un groupe de bandits qui a pris en otage là, tout un peuple. Vous posez vous-même les questions. Vous me laissez vous poser des questions? Voilà. Donc, vous avez parlé de frustration. Est-ce que vous pouvez énumérer un peu, soyez plus explicite, qu'est-ce qu'il y a comme frustration dans la population pour qu'il y ait éventuellement un soulèvement populaire? Bien, nous allons dire ceci. Il y a par exemple notre sœur Souza Grace qui, vous avez suivi le 22 juillet 2014 au camp Tchad, c'est une mascarade. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un échange de tirs entre des Rwandais et des militaires congolais. Les militaires congolais du camp Tchad, on a assez de militaires rwandais qui tuent, qui malmènent la population congolaise. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui sont en difficulté. J'ai quand même dernièrement reçu un coup de fil et puis j'ai été contacté par des gens qui m'ont parlé d'une certaine Souza Grace qui est aux abois aujourd'hui simplement parce qu'elle vivait avec un militaire qui habitait le camp Tchad, qu'ils ont d'ailleurs tué. Et puis à part ça, on a tué Armand Tungoulou. Et vous connaissez le procès, historiquement, le tristement célèbre procès Tchébéa. Il n'y a pas que ça, il y a Franck Ngike qui est votre collègue journaliste qui a été tué avec sa femme, il y a Bapwa Mwamba. Nous avons toute une série de violations, les Bundu Diakong, ainsi de suite, j'en passe.
Mais tout ça crée une frustration. Aujourd'hui, le peuple congolais ne mange plus. L'enseignement est à la dérive. Vous savez, l'enseignement a été charcuté. Comment pouvez-vous expliquer aujourd'hui la fille d'Hippolyte Kanambe puisse sortir avec plus de 90% et les fils de ces autorités-là qui sont en place sortent avec des pourcentages élevés aux examens d'État. Tout ça demande, et ça frustre la population, ça frustre ces jeunes gens congolais-là qui se donnent la peine d'étudier et qui malheureusement se voient aujourd'hui privés d'un enseignement de qualité parce que les maîtres, les enseignants, les professeurs sont sous-payés. Il y a les parents qui sont sous-payés. Depuis Mobutu. Oui, même si ça date depuis Mobutu, mais aujourd'hui la situation s'est empirée. Vous n'allez quand même pas me dire qu'à l'époque de Mobutu, c'est la même situation qui prévaut aujourd'hui. Non. À l'époque de Mobutu, c'est vrai, la situation était catastrophique, mais aujourd'hui, c'est plus que catastrophique. Donc, si la situation sous Mobutu était grave, aujourd'hui, elle est gravissime. Bon, toujours dans le sens des frustrations, d'après vous, quels pourraient être des éléments déclencheurs d'une éventuelle révolution? Parce qu'apparemment, vous me dites qu'il n'y a que cette voie qui puisse permettre aux Congolais de se libérer. Bien, nous, dans le cadre de notre association Action pour la protection et la défense des droits de l'homme, nous avons indiqué une nouvelle stratégie. C'est-à-dire qu'il faut qu'en nous poussant, nous avons écrit aux autorités des grandes institutions, des grandes instances, nous avons écrit pour que des institutions internationales, nous avons demandé aux autorités d'instituer, d'insuffler dans le chef des opérateurs politiques congolais, ceci que l'on puisse mettre sur pied un comité dénommé CIAP, Comité international d'accompagnement au processus électoral. Ce comité aura pour rôle encadrer les électeurs, encadrer et protéger les candidats, avec l'appui de la MONUSCO et des forces internationales neutres. Un homme comme M. Malou Malou, qui avait mal fait le travail en 2006, ne va ressembler qu'à une coquille vide parce que le CIAP va tout piloter. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'organiser des bonnes élections. Alors il faut faire appel à un comité international qui sera composé des gens de l'opposition, des gens du pouvoir, les personnes de bonne facture qui ont une certaine carrure internationale et qui sera composé aussi de tout le monde. Je suis même en train d'indiquer ceci, que même les combattants. Et en ce moment-là, nous aurons des bonnes élections. Parce qu'en ce moment-là, l'armée d'Hippolyte Kanambe, alias Joseph, la police ou que sais-je encore, ne va pas intimider les électeurs. Parce qu'elle sera aussi protégée par la MONUSCO et par les forces internationales neutres. Et puis à part ça, nous avons le soulèvement populaire. Puisque nous maintenons toujours... Attends, le soulèvement populaire, j'aimerais bien vous croire, hein, mais je ne vois pas comment. Par rapport au comité de suivi... Comité international... Oui, concrètement, comment est-ce que vous allez arriver à faire ça? Le temps passe, hein? Bientôt, c'est les premières élections, c'est en juin 2015. Vous avez le temps matériel pour y arriver. Mais, pardon, vous dites? Donc, dans moins de 8 mois, en juin 2015, il est prévu des élections déjà que Malou Malou va organiser. Et surtout, ce qui nous réunit, c'est toujours la fameuse constitution qui veut le changer, etc. Vraiment, le temps matériel, vous l'avez pour pouvoir réaliser Nous avons déjà commencé et tout a été déjà enclenché. Au moment où nous vous parlons, nous avons écrit, nous allons aussi nous battre parce que c'est une bagarre, c'est un combat et évidemment on va se battre, c'est comme ça. Nous allons frapper à toutes les portes et nous avons déjà écrit. La machine est déjà en marche et puis nous allons organiser des campagnes de sensibilisation. Nous allons parler aux autorités, aux décideurs et voilà, nous sommes en train la machine est déjà enclenchée pour nous. Donc nous n'avons pas croisé les bras ou nous ne sommes pas en train de rêvasser. Non, nous sommes en train de travailler de manière très très profonde. Bien, bon, M. Alongo, nous avons un peu parcouru ce dossier que nous n'avons pas terminé. Nous y reviendrons et nous le promettons à nos lecteurs, à nos téléspectateurs. Est-ce que vous avez un dernier mot, un message à adresser
D'abord à ceux qui se disent l'opposition au pays, et puis à ceux qui voudraient tenter le diable en cherchant à promulguer, à changer une nouvelle constitution. Bien, d'abord, je m'adresserai à ceux qui persistent à bien vouloir changer de constitution ou modifier la constitution. Et ceux-là qu'ils arrêtent, le peuple congolais n'est pas dupe. Et l'élément déclencheur, comme l'avait dit le professeur Kaimantamba, ne se prédit pas en termes de date. Donc, qu'ils sachent qu'ils sont en train de jouer avec le feu, parce que l'élément déclencheur interviendra à coup sûr. C'est comme le vent des indépendances, le vent de la démocratisation. En 1960, on a vu, mais les colonisateurs sont restés pendant longtemps. Mais quand c'est arrivé, c'est arrivé. Okay, et deuxièmement, oui, à l'endroit maintenant des partis politiques, je suis désolé de dire que tous ces partis politiques-là me donnent l'impression d'être des partis d'accompagnement à l'occupation. Parce que les dispositions de l'article 64 donnent à ces partis politiques-là le pouvoir de barrer le chemin à ces imposteurs qui prennent le pouvoir par la force ou qui se maintiennent par la force des armes. L'article 64, c'est l'équivalent de l'article 37 de l'acte constitutionnel de la transition. Okay. Donc, nous devons dire ceci, que les partis politiques, ils ont pour mission, donc quand on crée un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Mais vous pouvez conquérir le pouvoir dans un environnement démocratique par les élections. Mais si l'environnement n'est pas démocratique, c'est un environnement hostile, eh bien, nous devons recourir à l'article 64, ou même s'ils ne veulent pas recourir à l'article 64, il y a la résolution 14 de l'ONU. Okay, et les partis politiques doivent recourir à toutes ces méthodes dures, parce qu'eux aussi, ils n'acceptent pas ça de manière dure qu'ils se comportent. Eh bien, il faut aussi croiser le fer au fer. Bon, et enfin, aux Congolais qui vivent à l'étranger, et particulièrement aux combattants, qu'est-ce que vous leur demandez? Les combattants doivent continuer à se battre et doivent continuer à sensibiliser les Occidentaux, doivent sensibiliser partout où ils sont, qu'ils aillent dans les parlements, qu'ils disent, qu'ils écrivent au Parlement. Parmi les combattants, il y a des intellectuels, ils doivent écrire. Ils doivent se battre, ils doivent continuer. La lutte doit continuer, la détermination ne doit pas faiblir. Il ne faut pas que la détermination puisse faiblir. Nous devons, nous, combattants, nous battre jusqu'à la libération effective de notre pays, puisque nous sommes du bon côté, nous sommes dans notre combat est noble et juste, nous n'avons donc pas à regretter, nous devons continuer. Nous savons qu'il y a des vicissitudes, nous savons qu'il y aura des contre-coups et des contre-courants, mais tenons tous bon. Je lance un appel à tous les combattants, à Pichu Somongo, à Christian Bola, que tout le monde et à tous les combattants du monde entier, j'aimerais que vous puissiez persévérer, ne reculez pas. Nous devons nous battre jusqu'à la libération effective du pays. C'est pour cela que je dis, avant de terminer, Ingeta, Ingeta, Ingeta.